Salut à tous, dans cette vidéo je vais répondre à la question qui je pense est la plus posée à moi mais aussi à tous les autres créateurs de contenu. Quelle caméra, quel objectif il faut que je choisisse en fonction de tel budget et telle utilisation? C'est une question qui parfois est très compliquée à répondre puisque le budget n'aide pas forcément les choses et la personne qu'on a en face est hésitant sur ses besoins. Donc bon, c'est compliqué de choisir un truc. Alors forcément tu t'en doutes, sinon cette vidéo durerait littéralement 2 heures. J'ai dû segmenter tout ça. Dans cette vidéo on va vraiment s'attarder sur les boîtiers Sony. Je vais t'expliquer pourquoi aller chez Sony et puis on va voir un peu les critères chez Sony. J'ai fait un listing de tous les boîtiers que je te recommande, neufs ou reconditionnés mais pas d'occasion. Donc il n'y a pas de Leboncoin, eBay et tout ça. On est vraiment sur des entreprises privées qui font du reconditionné. Et dans une prochaine vidéo on va s'attaquer aux optiques et peut-être dans une troisième vidéo eh bien on va s'attaquer finalement à tout le marché, que ça soit Canon, Sony, Lumix, Fujifilm, Nikon, etc. On va commencer par voir très rapidement les avantages et les inconvénients de partir chez Sony par rapport à Canon, Nikon et les autres marques. L'avantage de Sony, c'est la valeur à l'achat et puis la valeur à la revente. En fait, il faut savoir que quand tu achètes un boîtier Sony, eh bien, certes, c'est cher, mais il faut savoir que tu peux aussi le revendre très cher d'occasion. On a aussi énormément de choix d'occasion sur le matériel Sony, notamment sur tout ce qui est optique. Voilà, peu importe les optiques que tu auras besoin, tu auras toujours quelque chose d'occasion. Puis même si c'est trop cher, tu peux prendre chez une autre marque et puis après, avec une bague d'adaptation, eh bien, tu pourras mettre ça sur ton boîtier. Il faut savoir que chez Sony, on a une seule et même monture pour tous les boîtiers, tous les appareils de chez Sony, que ça soit dans la gamme ciné et aussi sur les boîtiers grand public. C'est la monture E. Tu as vraiment une seule et même monture pour tous les boîtiers, donc plus tard, si tu évolues chez Sony, tu n'auras pas besoin de changer tes optiques. Alors tu vas me dire, c'est également le cas chez les autres concurrents. Oui, mais il faut savoir que chez Sony, tu as quand même beaucoup plus de choix d'occasion. Par contre, l'inconvénient, c'est que quand tu vas acheter des optiques Sony, eh bien, tu ne pourras pas mettre ça sur les autres boîtiers. Parce qu'en fait, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le recul au niveau de la lentille arrière va t'empêcher en fait de prendre des bagues d'adaptation pour mettre ça sur un autre boîtier. Alors que par exemple, si j'achète des objectifs Lumix, Canon, etc., eh bien, je pourrais toujours mettre ça sur mon boîtier Sony. Voilà, donc ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Quand un boîtier sort chez Sony, généralement un an et demi après, voire même un tout petit peu moins, eh bien les prix vont commencer à descendre de 200 €, quelque chose comme ça. Par contre, même si Sony ne sort pas beaucoup de boîtiers non plus, voilà, donc par exemple l'A7 IV, l'A7 V, tu vas avoir un écart entre ces deux générations de 2-3 ans, un truc comme ça. Et bien quand un nouveau boîtier de la même gamme, puisque tu as plusieurs gammes chez Sony, sort, et bien le boîtier précédent va perdre quand même pas mal de valeur. Autre avantage de chez Sony, c'est l'ergonomie. Alors ça, c'est les goûts et les couleurs. Moi, j'ai pu essayer du Lumix, du Canon, du Nikon, enfin vraiment toutes les marques, tous les boîtiers, puisque j'ai eu beaucoup de boîtiers entre les mains, et Sony, c'est la marque que je préfère en termes d'ergonomie. Quoique Lumix, j'aime aussi beaucoup, mais l'avantage de chez Sony, c'est que les boîtiers, c'est les plus compacts du marché. Tu peux mettre tous les boîtiers les uns à côté des autres. Les Sony, ça sera toujours les plus compacts et puis la qualité de fabrication, elle est excellente. Tu as vraiment des boîtiers qui sont tout en métal, tout en magnésium, qui sont tropicalisés. Que dire de plus? Sony, ça fait partie des plus grands fabricants de capteurs dans le monde, donc vraiment, ils savent y faire. Ça fait partie des meilleurs en termes de performance, en basse luminosité, tout ce qui est autofocus, color science maintenant, vraiment, ils savent faire. Et c'est tout à fait au niveau des autres concurrents, voire même parfois meilleur. Ce qu'on pouvait reprocher avant au menu, eh bien c'est plus du tout valable sur les derniers boîtiers. Ils ont sorti une nouvelle ergonomie de menu il y a à peu près 3-4 ans maintenant. Et ils ont encore amélioré ces menus là, c'est arrivé sur la Cinema Line, mais maintenant sur tous les derniers boîtiers que sort Sony, on a maintenant de nouveaux onglets rapides. Et ça, c'est vraiment un pur kiff à utiliser. Les boîtiers Sony sont entièrement personnalisables. Voilà très rapidement pour les avantages. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des inconvénients? Pour moi, le premier inconvénient de chez Sony, c'est la maintenance dans les années. Il faut savoir que comparé à Canon, Lumix et tout ça, Sony fait très peu de mises à jour. Enfin, ils font des correctifs quand il y a des bugs, mais ils vont pas faire de mise à jour pour ajouter des fonctionnalités comme pourrait le faire DJI. Et c'est quelque chose qui est en train de changer petit à petit, j'ai l'impression, chez Sony. Ils ont mis à jour il n'y a pas très longtemps la FX3, la FX30. Ils ajoutent des fonctionnalités sur la 7 IV, sur la FX3 aussi et tout ça, mais c'est pas non plus des énormes avancées. Deuxième inconvénient, toujours dans l'ego de la marque, il faut savoir que Sony, ils segmentent énormément de leur gamme. Ils vont pas sortir un boîtier comme Lumix où ils vont essayer de mettre le plus de leur savoir-faire là-dedans. Non, vraiment, ils vont te sortir un boîtier à 7 000 €, 5 000 € avec tout leur savoir-faire. Et puis, si tu achètes un boîtier à 2 000 €, tu auras toujours des compromis. Toujours dans le but d'acheter deux boîtiers. Tu vois, là, j'ai une FX3, un A7 IV. Mais bref, je suis obligé d'avoir ces deux boîtiers-là parce que sinon, il n'y a pas un boîtier qui a tout, quoi. Par rapport aux performances, de manière générale, Sony, ils sont pas très forts
sur tout ce qui est stabilisation des capteurs, tout simplement parce que forcément ils font des boîtiers qui sont très compacts. Donc la stabilisation interne, mécanique et puis électronique est pas non plus extraordinaire. En tout cas, on trouve mieux chez les autres concurrents. Par contre, ce qu'ils font, c'est que tu as la possibilité de récupérer les données gyroscopiques pour stabiliser tes plans en post-prod. Et là, pour le coup, c'est magique et ça marche vraiment super bien. Les anciennes générations de boîtiers Sony, je vais t'en présenter quelques-uns juste après. Mais il faut savoir qu'avant, ils n'avaient pas une super bonne color science, c'est-à-dire que quand tu vas filmer, eh bien, généralement, tu vas avoir une teinte magenta sur ton image. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit super naturel comme sur tous les derniers boîtiers qui sortent aujourd'hui, eh bien il faut savoir qu'il y a quelques années avant en arrière, tous les boîtiers de chez Sony avaient une teinte magenta en sortie. C'est pas dramatique mais c'est un petit peu chiant. Et puis les écrans avant c'était pas du tout les mêmes technologies et ils étaient pas très fidèles. Tout ce qui est A7 II, A7 III et tout ça, faut savoir que l'écran arrière je le trouve vraiment pas très fidèle. Il est très blanc donc parfois t'as l'impression que c'est surex alors que pas du tout. Et maintenant on va voir les 2-3 critères chez Sony. Parce que forcément, il y a beaucoup de critères pour choisir son boîtier, mais chez Sony, comme il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on retrouve vraiment sur tous les boîtiers, eh bien on va voir les critères chez Sony. Premier critère, c'est l'ergonomie. En fonction des dates de sortie des boîtiers, aujourd'hui c'est plus vraiment le cas, mais surtout sur les précédents boîtiers, on avait des ergonomies qui étaient vraiment très différentes. Donc déjà, première chose, forcément, c'est la prise en main. Alors sur tous les derniers boîtiers aujourd'hui, c'est excellent, mais sur les précédents, il faut savoir que la prise en main était beaucoup moins bonne. On avait un grip qui était beaucoup moins profond et des boutons qui ressortaient pas forcément beaucoup et qui étaient parfois mal positionnés. Tu vas aussi avoir la question de l'écran. Comme je te l'ai dit, avant, on n'était pas du tout sur les mêmes technologies d'écran, alors que ça soit au niveau de la dalle, mais que ça soit aussi au niveau de la charnière. Avant, les écrans, ils s'orientaient comme ça vers le haut. C'est un petit peu chiant. Est-ce que le viseur et un grand ou petit viseur est-il nécessaire pour toi? Tu vas comprendre pourquoi juste après. La prise HDMI, puisque sur beaucoup de boîtiers chez Sony, on est sur une prise micro HDMI, mais maintenant on est sur des prises full et c'est vraiment un game changer. Donc pour moi aujourd'hui, le full HDMI c'est indispensable. Les micro HDMI c'est beaucoup trop chiant, ça a tendance à casser. Tu as également la question des menus, comme je te dis tout à l'heure, en termes d'enregistrement, la question des cartes SD, puisque aujourd'hui maintenant sur quasiment tous les boîtiers, on est sur 2 slots. Donc, alors qu'avant on était sur un slot, ça permet à la fois d'avoir plus de stockage mais également de pouvoir faire un backup sur 2 cartes SD. Sur les boîtiers maintenant on est sur des slots qui sont compatibles à la fois SD et CF Express. Donc les CF Express c'est des cartes mémoire qui sont extrêmement rapides et qui coûtent aussi extrêmement cher. Ensuite tout ce qui est batterie maintenant chez Sony depuis maintenant plusieurs années, il me semble que c'est la 7 III, on est sur des grosses batteries et c'est comme ça sur tous les boîtiers Sony. Mais il faut savoir que sur les anciennes générations on était sur des toutes petites batteries et ça dure vraiment pas longtemps, donc il faut en acheter plein. Ensuite la question forcément du capteur, chez Sony on est majoritairement sur des capteurs full frame, donc ce sont des grands capteurs 24-36 mm. C'est un peu le standard aujourd'hui sur le marché. L'avantage c'est que ça va te permettre d'avoir un angle de champ qui est beaucoup plus supérieur par rapport à la PSC sur des focales qui sont équivalentes. Donc pour te schématiser vraiment grossièrement, imaginons je mets un 50 mm sur mon full frame, je vais avoir un angle comme ça, alors que si je mets ça sur de la PSC, eh bien je vais avoir un angle qui est beaucoup plus serré. Avec le full frame et une définition équivalente, tu vas aussi avoir de meilleures performances en basse luminosité. Et aussi pour tout ce qui est flou d'arrière-plan, le bokeh, eh bien à ouverture équivalent, donc sur de la PSC et sur du full frame. Donc imaginons je me mets à f2.8, eh bien je vais avoir beaucoup plus de flou d'arrière-plan avec un full frame par rapport à de la PSC. L'autofocus, alors même si chez Sony ça a toujours été super performant, il faut savoir que sur les derniers boîtiers maintenant, ils ont une puce IA qui te permet vraiment de décupler les performances de détection de l'autofocus. Donc c'est vrai que si tu as le budget, eh bien autant prendre un boîtier qui a cette fameuse puce IA sur l'autofocus. Les critères Sony en photo, tu vas avoir dans un premier temps la rafale, puisque oui, Sony bride énormément ses boîtiers sur tout ce qui est photo en termes de rafale. Voilà, c'est soit tu vas être sur un boîtier qui va faire du 10 images secondes maximum en JPEG, ou sinon tu vas avoir un boîtier qui va pouvoir capturer jusqu'à 30 images secondes en JPEG, mais généralement c'est sur le très haut de gamme. La question de la résolution, si tu veux faire de la photo vraiment et des tirages photos, et donc tu as besoin de la résolution maximum, il faut savoir que chez Sony tu as plusieurs gammes. Tu as la gamme A7 classique, donc avec la 7 II, la 7 III, la 7 IV, bientôt la 7 V. Donc ça, c'est vraiment, entre guillemets, le polyvalent de chez Sony. C'est ce qui réunit le meilleur des deux mondes entre la photo et la vidéo. Ensuite, tu vas avoir la gamme S avec A7S III, A7S II, bientôt la 7S IV, je pense. Et donc, le S pour Sensibility, ce sont généralement des boîtiers qui sont vraiment faits pour la vidéo. Ensuite, tu vas avoir la gamme R chez Sony, le R pour résolution, et donc c'est vraiment spécifique à la photo. Donc vraiment tu vas avoir des capteurs
maintenant de 61 millions de pixels, ce qui va te permettre d'avoir un maximum de résolution. Et puis après tu as la gamme FX, donc ici j'ai la FX3, c'est la Cinema Line, et on est vraiment sur des boîtiers 100% vidéo. Bref, tout ça pour dire que si tu as besoin de faire de la photo, des tirages et tout ça, eh bien il faudra partir sur la gamme R. En vidéo cette fois-ci, les critères chez Sony, ça va être tout ce qui est slow motion. En fonction des boîtiers, eh bien tu vas avoir plus ou moins de possibilités. Sur les précédents boîtiers, on était sur de la 4K 60. Maintenant, sur quasiment tous les boîtiers chez Sony, on va être soit sur de la HD 120 ou de la 4K 120. Normalement, tous les boîtiers modernes chez Sony proposent du All Ultra. Donc, l'HDMI en externe, en fonction des boîtiers chez Sony, tu vas avoir la possibilité d'enregistrer du RAW en externe ou non. Et ça, tous les boîtiers ne le proposent pas. Et enfin, le rolling shutter. Donc, le rolling shutter, c'est cet effet vraiment de balayage lorsque tu vas pivoter ton boîtier sur l'axe panoramique. Et bien, quand tu fais un panoramique, et bien, il est possible que les lignes verticales, et bien, viennent se pencher un petit peu, tout simplement parce que la technologie de capteur fait que c'est comme ça. Et en fonction des boîtiers chez Sony, de la gamme notamment, eh bien tu vas avoir des capteurs qui sont plus ou moins rapides, qui lisent plus ou moins rapidement, et donc cet effet de rolling shutter, donc vraiment tes lignes verticales vont être beaucoup plus droites. Et voilà, j'espère que c'était pas trop long. Maintenant on va passer au plus amusant finalement. Je vais te montrer la liste complète que j'ai sélectionnée. À savoir que chez Sony, je vais pas te le cacher que c'est très compliqué de trouver des boîtiers pour pas très cher, donc vraiment dans cette gamme de prix là, parce que soit ça va être des boîtiers qui sont sortis il y a très longtemps, soit ça va être des boîtiers vraiment entre guillemets pour monsieur tout le monde, donc tu n'auras pas d'objectifs interchangeables et tout ça. Contrairement à chez Canon par exemple, où ils ont sorti vraiment beaucoup plus de boîtiers dans cette gamme de prix là qui sont récents. Donc pour 1200 €, tu peux vraiment avoir des super bons boîtiers chez Canon. Alors que là, pour cette gamme de prix là, c'est sorti il y a un petit moment. Donc on commence tout de suite avec le ZV-E10, c'est le moins cher que j'ai trouvé et qui reste plutôt pas mal quand même. On est sur un capteur APS-C, donc c'est pas du full frame, mais on est sur un capteur de 25 millions de pixels quand même. Il faut savoir que en fait, tu vas avoir la meilleure qualité de 4K que tu peux retrouver entre guillemets sur le marché. Donc tu vas avoir une 4K vraiment très détaillée. Pourquoi? Tout simplement parce que on est sur un capteur de 25 millions de pixels et donc la 4K est échantillonnée à partir de la 6K. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, il faut savoir que pour faire de la 4K, tu as besoin de 9 millions de pixels. Et donc là, comme tu as 25 millions de pixels, et bien ton boîtier, il va faire quoi? Il va filmer en 6K, il va compresser tout ça pour faire de la 4K. C'est exactement le même système que sur la 7K et puis sur la plupart des boîtiers d'aujourd'hui. C'est le suréchantillonnage. Donc voilà, une très bonne qualité d'image, tu vas avoir de bonnes performances en basse luminosité. Pour la stabilisation, ça va très probablement pas être extraordinaire, mais ça je te l'ai dit, chez Sony, c'est généralement pas non plus dingue. On est sur un boîtier qui est vraiment tout compact, donc c'est vraiment pour faire du vlog, pour monsieur tout le monde, pour débuter. Enfin, c'est assez polyvalent quoi. On a quand même un écran tactile orientable, il est sorti en 2021, donc il faut savoir qu'on est sur l'ancienne génération de menus, donc c'est beaucoup moins intuitif et agréable à utiliser que les nouveaux boîtiers. Le truc chiant forcément, comme on est sur un petit boîtier, eh bien on est sur les petits modèles de batterie chez Sony, donc ça dure pas très longtemps. Enfin voilà, tu es obligé d'en avoir quand même plutôt pas mal. On est sur du micro HDMI, mais après tu as une prise cast et une prise micro. Tu vas avoir pas mal de modes créatifs, de choses qui vont te permettre que ça soit plus simple. On est vraiment sur le grand public de chez Sony. Mais voilà, pour commencer, ça reste quand même un beau boîtier. Ensuite, en reconditionné cette fois-ci, donc rue du Commerce, je te présente l'A7C. C'est un très très bon boîtier, franchement, pour ici 1260 €. En fait, il faut savoir que l'A7C, ce boîtier-là, c'est le petit frère, enfin la version compacte de l'A7 III. C'est le boîtier que je vais te présenter juste après, mais tu as également certaines avancées parce qu'il est sorti vraiment juste après. Donc l'avantage, c'est qu'on est sur un boîtier qui est très compact, comme tu peux le voir, le viseur il n'est pas sur le dessus, mais il se déporte complètement sur le côté. L'avantage, c'est que tu gardes quand même le viseur, tu as un boîtier qui est plus compact. L'inconvénient, c'est que ton viseur il est beaucoup moins agréable qu'un A7 III parce qu'il est beaucoup plus compact. Tu as une prise en main qui est aussi beaucoup plus réduite, tu vas avoir moins de boutons aussi par rapport au grand boîtier Alpha, mais l'avantage, c'est que voilà, comme je te l'ai dit, tu gardes un boîtier qui est très compact, tu as un écran tactile sur rotule, donc orientable dans tous les sens, mais on reste quand même sur l'ancienne génération de menus, donc il faudra s'y faire. Par contre, on a les dernières batteries de chez Sony, enfin celles qu'on utilise maintenant
fonctionnement tout le temps, donc c'est celle-ci, donc ça te permet vraiment d'avoir une très bonne autonomie. Tout ce qui est connectivité, eh bien c'est dispo, tu vas avoir un très bon autofocus qui est à peu près le même que celui de la 7 III, donc ça reste quand même très bien. Tu vas avoir quand même des détections des sujets sur les animaux par exemple, ça marche plutôt bien. On est sur un capteur stabilisé, full frame de 24 millions de pixels si je dis pas de bêtises. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il suréchantillonne la 4K à partir de la 6K. Tu peux également faire de la rafale jusqu'à 10 images secondes en JPEG ou sinon aux alentours des 7 si tu te mets en RAW. Tu peux faire de la 4K 60 mais tu vas avoir un crop APS-C. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait sur les boîtiers, la plupart des boîtiers sauf dans le haut de gamme bien évidemment, et encore parfois tu as des petites exceptions. En fait quand tu demandes trop de ressources à ton boîtier, donc en l'occurrence ici la 4K 60, et bien lui pour faire moins de calculs, et bien il va crop dans ton capteur, donc il va utiliser une plus petite zone de ton capteur. En l'occurrence il va faire un crop APS-C, donc c'est à dire que il va filmer au format APS-C comme si c'était un capteur APS-C, donc tu vas avoir un crop voilà quand tu seras en 4K 60. Des belles performances en basse luminosité, une belle montée en ISO. Tu peux filmer en S-Log3, donc le S-Log3 eh bien c'est le log chez Sony. Donc le log c'est un profil d'image qui est flat, donc tu vas avoir en gros à ton écran zéro couleur pour faire très simple, c'est complètement désaturé, décontrasté. Et en fait ça va te permettre d'exploiter au maximum la plage dynamique de ton boîtier. Donc la plage dynamique c'est les capacités de ton boîtier à voir à la fois dans les hautes lumières et puis les basses lumières. Et ça va également te permettre d'avoir un maximum de latitude en post-prod à l'étalonnage. Très bon boîtier, j'ai des potes qui en ont, ils en sont très contents, il y a plein de créateurs qui filment avec, c'est vraiment un bon compromis. Et justement après tu vas avoir, je sais pas si je devrais dire son petit frère ou son grand frère, parce qu'il est sorti avant mais il est plus grand. La 7 III c'est vraiment le boîtier qui s'est super bien vendu, que tout le monde a acheté. On est sur le successeur de la 7 II mais cette fois-ci avec beaucoup moins d'inconvénients. On va avoir deux slots SD, notamment un qui est compatible UHS 2, donc ce sont des cartes SD qui sont plus rapides que les SD standards pour faire très simple. On est sur un écran qui est orientable uniquement de haut vers le bas, qui est tactile pour faire un suivi de mise au point et qui n'est pas tactile dans les menus par contre. Et puis après en termes de performance, et c'est quasiment la même chose que l'A7C. Donc lequel choisir entre un A7C et puis un A7 III, et en fait tout dépend de tes besoins. Si tu as vraiment besoin d'avoir un grand viseur et puis une meilleure prise en main, parce que c'est vrai que l'A7C il a un grip qui est beaucoup moins profond, il n'y a pas du tout le même nombre de boutons, donc vraiment si tu as besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus professionnel et puis surtout d'avoir deux slots SD, et bien l'A7 III c'est le meilleur compromis. Après l'A7 III, à peu près dans la même gamme de prix, si on est sur 1700 € chez Sony, après c'est beaucoup moins cher chez les autres revendeurs, on a l'A6700. C'est un boîtier qui est sorti il y a vraiment pas très longtemps puisqu'on a la nouvelle puce d'intelligence artificielle et tout ça. Donc en gros c'est la même chose que l'A7C mais avec des performances qui, tu vas le voir, sont beaucoup plus avancées. On est sur une ergonomie qui est exactement, quasiment la même à quelques détails près, la même chose que l'A7C, donc on va avoir pas beaucoup de boutons personnalisables sauf ceux qui sont en façade, et puis on en a un sur le dessus quand même, alors que l'A7C il en avait pas il me semble. On a un seul port carte SD, les batteries c'est les nouvelles générations donc il n'y a pas de souci. On est sur du micro HDMI, donc par contre voilà c'est un peu relou. On a quand même, ça se voit tout de suite, un grip qui est plus profond que celui de la 7C, donc dans tous les cas tu auras une meilleure prise en main. On est sur un écran orientable vraiment dans tous les sens, et puis surtout on est sur la nouvelle génération de menus. Donc les menus sont tactiles, ils sont beaucoup plus organisés, ça c'est vraiment un kiff. Mais on est vraiment sur les toutes dernières générations de menus, donc vraiment avec les accès rapides tout en haut, ça c'est le truc que je kiffe sur ma FX3 et que mon A7 IV n'a pas. L'autofocus comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui se fait de mieux chez Sony. Tout simplement parce qu'on est sur la puce intelligence artificielle, donc la détection des sujets ça marche vraiment trop bien. Moi j'ai pu l'essayer cette puce avec le ZV-E1 qu'on verra juste après. Tu as un capteur APS-C mais c'est ce qui se fait de mieux en APS-C chez Sony, donc pareil tu vas avoir le suréchantillonnage donc de la 4K à partir de la 6K. Tu peux filmer en 4K 60, 4K 120 même, ça c'est quand même une dinguerie d'avoir ce genre d'option sur un boîtier qui est quand même ici chez Sony vraiment à 1700 €. C'est vrai que j'étais même pas au courant, je viens de le découvrir en direct. Tu peux enregistrer en All Ultra 422 dB, donc ça c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur les boîtiers Sony. Toutes ces notions là c'est des notions qui sont très importantes, mais je vais pas pouvoir le détailler là, sinon on mettrait vraiment beaucoup trop de temps, donc je te mets vraiment les liens dans la description des vidéos de moi qui expliquent ce que ça veut dire. Et puis tout ce qui est fonctionnalité de création, donc c'est vraiment un boîtier qui est pour les créateurs, pour du vlog,
pour faire du live, puisqu'on peut brancher la caméra à son ordinateur pour qu'elle soit détectée en tant que webcam. Donc voilà, vraiment très très bon boîtier. En gros, c'est un A7 IV ou un ZVE1 miniature, mais beaucoup plus récent. Après, prochain boîtier, normalement, il coûte beaucoup plus cher, aux alentours des, justement, tu vois, juste là, aux alentours des 2100, 2200 euros. Mais là, rue du Commerce, je l'ai quand même trouvé à 1800, 1900 euros. Donc en gros, la 7C2 qui est sortie il y a vraiment pas longtemps, à peu près dans les mêmes semaines, je pense, que la 6700. Et bien, en gros, c'est un A6700, mais avec un capteur full frame. Voilà. Pas plus compliqué que ça. C'est en gros les mêmes performances, les mêmes menus, sauf qu'on est sur un capteur full frame et on est aussi sur le même design que le boîtier de la 7C première génération. Donc voilà, on va pas refaire le listing des caractéristiques techniques puisque finalement c'est exactement la même chose que le boîtier précédent mais avec un capteur full frame. Donc ça, comme je te le disais tout à l'heure, ça va te permettre d'avoir un angle de champ qui est quand même plus large, de meilleure capacité, en basse luminosité, d'avoir un bokeh qui est beaucoup plus prononcé. Maintenant on passe au-dessus des 2000 euros. Alors là elle est à 2300, mais il faut savoir que tu peux la trouver à 2100 voire même moins cher, mais bon, tu peux avoir des problèmes par rapport à la garantie. Donc c'est l'AFX30. Je dis l'AFX30 parce que c'est une caméra, pas un appareil photo. Donc là c'est très spécifique, c'est vraiment pour les personnes qui veulent faire du filmmaking ou qui veulent vraiment faire de la vidéo. Tu peux aussi faire de la photo avec, mais t'as pas de mode rafale et tout ça, contrairement à l'AFX3 pour le coup, qui est vraiment la grande sœur. C'est vraiment une excellente caméra, t'as une ergonomie qui est vraiment trop bien. Pour moi c'est ce qui se fait de mieux chez Sony en termes d'ergonomie, parce que c'est la même ergonomie que la FX3 qui est juste là, et c'est vraiment une dinguerie. Donc les menus, c'est au top. Tout ce qui est personnalisation des boutons et puis la prise en main, c'est incroyable. Autonomie incroyable. Tu peux connecter ça à ton ordinateur, connectivité, tout ça, c'est au top du top. Fonctionnalité en interne, pareil, c'est au top. Capacité d'enregistrement, c'est au top. Tu peux enregistrer même en RAW, en externe. Tu as une prise full HDMI cette fois-ci, contrairement au boîtier précédent. Là, ça y est, on passe le cap, on est sur du full HDMI. Tu peux faire de la 4K 120, mais on va avoir un crop sur le capteur APS-C. Donc là, tu vois, c'est le capteur APS-C. Et en gros, la 4K 120, ça va utiliser uniquement cette partie du capteur. Donc tu vas avoir un angle de champ qui est encore une fois beaucoup plus serré. Donc si tu veux faire des choses larges, il te faudra des optiques beaucoup plus larges. Voilà, vraiment, c'est une très bonne caméra. J'ai fait une vidéo complète, très détaillée sur ma chaîne YouTube. On a même détaillé ensemble les menus et tout ça. Donc je te conseille d'aller voir le test complet si jamais ce genre de caméra et d'ergonomie, ça peut t'intéresser. Caméra suivante et qu'on a aussi essayé sur la chaîne. En gros, j'hésitais, je voulais changer de boîtier. J'avais pris le ZVE1, mais finalement l'ergonomie, ça m'avait pas convenu. Et juste après, j'avais pris la FX30. Mais le ZVE1, c'est une dinguerie. C'est une très bonne caméra. Alors là, elle est à 2300 euros neuve, mais il faut savoir que avec des opérations et tout ça, tu peux la trouver quand même beaucoup moins cher. C'est une caméra très récente qui a vraiment tout ce qui est intelligence artificielle et tout ça. Chose que n'a pas la FX30. La FX30, elle n'a pas tout ce qui est intelligence artificielle. Le ZVE1, c'est vraiment la caméra des créateurs dans le sens où c'est super simple à utiliser pour les personnes qui s'y connaissent pas trop bien et qui veulent vraiment avoir la meilleure qualité entre guillemets. Je mets de grosses parenthèses. Bah, c'est la caméra qu'il te faut parce que tu peux soit la prendre en full manuel et voilà jouer sur tes réglages, soit vraiment tout mettre en automatique. Et en termes de vraiment capacité vidéo, c'est même meilleur que la FX30 que je t'ai présentée juste avant, alors que pour le coup la FX30 c'est vraiment une caméra pour faire de la vidéo. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que on est déjà sur un capteur full frame, tu as de la 4K 120 mais sans crop. Par contre pour ce qui est de l'externe, on est sur une prise micro HDMI et qui ne peut pas sortir de RAW. Donc voilà, vraiment en termes de capacité en interne, c'est meilleur que la FX30. Par contre, en externe, c'est moins bien. C'est une excellente caméra, rien à dire de plus. Tu peux aller voir mon test complet. De toute façon, c'est une caméra qui est vraiment bourrée de fonctionnalités et d'intelligence artificielle. Le truc que j'ai pas aimé sur cette caméra, ça je te le dis, c'est pour ça que je l'ai renvoyé, c'est l'ergonomie. Non pas par rapport au menu et tout ça, mais par rapport au boîtier en lui-même. En fait, on est sur un tout petit boîtier, tu vois, le grip est tout petit. Et ça, j'aime pas du tout. Moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui se tient bien en main, d'avoir un très bon grip, quitte à avoir quelque chose qui est plus lourd, qui prend plus de place. Caméra ou plutôt appareil photo suivant, on est cette fois-ci sur l'A7 IV. L'A7 IV, il est sorti quand même il y a 2 ans, un truc comme ça. C'est à la fois un bon choix et un mauvais choix. Pourquoi? Tout simplement parce que il est sorti il y a 2 ans et normalement courant 2024, il devrait y avoir l'A7 V qui va sortir avec beaucoup plus de fonctionnalités et tout ça. Mais en tout cas, ça reste un excellent boîtier. Et si tu peux l'avoir aux alentours des 2400-2300 euros, franchement, c'est top du top. C'est la même chose que les caméras précédentes. Franchement, la 7 IV, c'est un très bon boîtier. À quelques détails près, tu vas pas avoir de 4K 120, tu peux faire de la HD 120 uniquement. En 4K 60, tu vas aussi avoir un crop.
Donc si tu fais de la 4K 60, et bien en gros sur ton capteur full frame tu vas avoir un léger crop. En photo, ça c'est le truc chez Sony qui est relou, tu peux pas monter au-dessus de 10 images secondes, au maximum en JPEG, sinon c'est plus aux alentours des 7 images secondes. Après franchement moi ça me suffit largement pour le moment, puisque je fais pas non plus énormément de photos sport. Sinon qualité d'image au top, l'ergonomie trop bien, l'autofocus est certes un peu moins bien que tout ce qui est intelligence artificielle, mais ça reste quand même excellent. Le viseur est très agréable, tu as toutes les dernières fonctionnalités. Maintenant on va passer au-dessus des 2800, 3000 euros. Je vais aller très vite parce que je pense que c'est pas forcément les boîtiers qui intéressent le plus de personnes qui sont présentes sur cette vidéo. En premier tu vas avoir la C-Ter5, la C-Ter5 qui est sortie il y a vraiment pas très longtemps. Comme je te l'ai dit, c'est la gamme photo, donc vraiment résolution, tu vas avoir la meilleure résolution possible sur les boîtiers Sony. C'est sur ce boîtier là qu'ils ont introduit la plus d'intelligence artificielle, donc c'est très très bon aussi. Voilà, ça fait partie des boîtiers professionnels de chez Sony. Ensuite tu vas avoir la 7S3. La 7S3 c'est un très très bon boîtier, mais qui est sorti il y a vraiment longtemps. Donc ils vont bientôt le renouveler vers la 7S4. Et enfin tu vas avoir la caméra que j'ai juste ici, qui coûte normalement prix catalogue 4500 euros. C'est la FX3. Une excellente caméra. Vraiment c'est pour moi l'une des meilleures caméras sur le marché qu'on a aujourd'hui. Alors certes t'as pas tout ce qui est intelligence artificielle, mais sur ce genre de caméra bah, tu n'utilises pas forcément tout le temps l'autofocus. Puis tu vas pas non plus faire des trucs extrêmement compliqués, de la photo et tout ça. Donc ça reste très bon. Tu peux également faire de la photo avec, contrairement à la FX30 et tout ça. Voilà, on a vraiment un shutter mécanique là-dessus. Et bah voilà, ça peut prendre jusqu'à 10 images secondes. Ça c'est mon petit bébé. Il faut savoir que normalement cette année ils vont aussi sortir la FX3 Mark II. Alors là au niveau des prix je pense que ça va s'envoler, mais voilà, je préfère te le dire avant que tu sautes comme ça sur un achat. Et bien voilà, écoute, c'était très complet. J'espère que bah, j'ai répondu à toutes tes questions. Je te mets bien sûr tous les liens en description. J'ai sorti beaucoup de vidéos tests sur certains produits en question, certains boîtiers, donc tu peux aller voir directement sur la chaîne. Et si tu as des questions ou quoi, tu peux discuter avec moi directement en vocal ou enfin voilà, quelque chose de beaucoup plus proche directement sur Instagram. Je te mets ça juste là. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram, ça me soutient vraiment beaucoup pour ce genre de vidéos qui prennent du temps. Et sur ce, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!